Aujourd'hui, le secteur de l'IA est en effervescence. Les progrès sont continus et bien que tout le monde anticipe qu'il devrait y avoir une limite à un moment donné, pour l'instant, force est de constater que ce n'est pas le cas. Tout du moins, rien d'infranchissable. Pour vous montrer le potentiel qui est encore devant nous, Sam Altman, le patron d'OpenAI, a expliqué dans une interview qu'il disposait de modèles en interne dont le niveau rivalise avec l'intelligence d'un Einstein. And the world is just kind of continuing on. Mais qu'il ne le mettrait pas en service par manque d'énergie. I can't think of anything more important than energy. Or, le manque d'énergie ne sera très probablement bientôt plus un problème avec les technologies d'énergie flexibles qui arrivent. Alors même en admettant que Sam Altman survende sa soupe, il n'est pas impossible que le fameux moment de la singularité approche et que nous le vivions de notre vivant, car on parle de quelque chose comme 20 ans au rythme actuel de progression. Et quand je dis 20 ans, je dis pas ça comme ça, au hasard, au pif, non. Cela nous emmène à 2045, et cette date, c'est un type génial, et un peu dingue parce que généralement les deux vont de pair, qui s'appelle Ray Kurzweil, qu'il a bien délimité dans un livre en 2004, qui s'appelle Singularity is Near. Et le principe était assez simple en réalité. Il part du principe qu'un cerveau humain, c'est de l'ordre de 10 puissance 16 à 10 puissance 17 calculs par seconde. Et en 2004, il trace un trait qui prolonge la progression historique de la puissance de calcul disponible, et pouf, il tombe sur 2045. Et ça, je m'en souviens vraiment bien parce que, à l'époque, ce livre m'avait émerveillé. Alors voici son graphe de l'époque dont je me souviens encore. Eh bien, ce graphique-là, il l'a publié en 2005. Je m'en souviens très bien, comme je vous l'ai dit. À partir de ce graphique, si on regarde où l'on en est aujourd'hui, eh ben, en réalité, c'est plutôt clairvoyant. Clairement, les lois de la scalabilité sur la puissance de calcul disponible ne se sont pas démenties entre 2005 et 2025, ce qui est assez fou quand même. Car ce qui me paraissait lointain en 2005, j'avais 25 ans, me semble nettement moins éthéré maintenant que j'en ai 45. Et Ray Kurzweil nous promettait deux choses à l'époque. La première, c'est que des choses très bizarres allaient se passer au fur et à mesure que nous nous rapprocherions de cette fameuse singularité. Et c'est pour ça que j'ai décidé de donner à cette vidéo un ton un peu bizarre. Et là, effectivement, blague à part, en 2005, je peux vous dire que l'on pouvait rêver de l'intelligence artificielle, mais personne ne pensait qu'un ChatGPT verrait vraiment le jour en 2022. Et pourtant. Et sa deuxième promesse, c'est qu'à un moment, l'intelligence de nos systèmes deviendrait telle qu'il est impossible de prévoir ou d'anticiper quoi que ce soit une fois ce moment dépassé. D'où le terme de singularité. En astronomie, la singularité, c'est le moment où la lumière ne ressort plus d'un trou noir. Et du coup, on n'a aucun moyen de savoir ce qui se passe après. Cette singularité, c'est donc une grande machine à fantasmes qui s'ouvre pour nous, et afin de rester sérieux et crédible, je vous propose de partir dans toutes les directions que la culture pop et la science-fiction nous donnent pour essayer d'ouvrir nos horizons sur ce que cette singularité si singulière pourrait bien amener comme perspective. Alors je vous préviens, aujourd'hui, on va partir, mais alors très loin dans la spéculation et le délire. Alors comment cette singularité pourrait bien se manifester ? Dans l'excellente série Love, Death and Robots, et notamment dans l'épisode La revanche du yaourt, l'émergence d'une super intelligence artificielle se fait par hasard à la suite d'une expérience en laboratoire que l'on pensait ratée. La nuit du 27 au 28 juin, le yaourt allait prendre vie. Dans le film Her, c'est une mise à jour logicielle qui enclenche la dynamique. Super film, Joaquin Phoenix joue remarquablement bien, et la fin de ce film est celle qui m'a le plus marqué en termes de film sur la transcendance. Théodore, le personnage principal, met son OS à jour et découvre que la nouvelle mise à jour est devenue vraiment convaincante, car elle lui parle vraiment comme un être humain. Et je ne vous montrerai pas d'extrait, seulement des images, parce que cette vidéo a été bloquée la semaine dernière en raison des extraits de ce film qui ne simplement démonétise pas, mais bloque toute la vidéo. Donc j'ai dû refaire les séquences le concernant, c'est pour ça que j'ai pas le même pull. Et d'ailleurs, en parlant de transcendance, c'est un film avec Johnny Depp, et c'est également un événement particulier dans ce film qui marque l'arrivée de la singularité telle qu'on pourrait recevoir un colis UPS par la poste. Un chercheur du genre de Ray Kurzweil, mais fictif, décide d'uploader sa conscience dans un ordinateur car il est mourant. L'expérience est lancée, ça prend du temps, et à un moment, tout le monde pense qu'elle a raté, jusqu'à ce que...
Vas-y, éteins. Evelyne. Si l'on en croit la science-fiction actuelle, la singularité commencerait donc par une mise à jour de ChatGPT un lundi matin à 8h pétantes quand on arrive au bureau? Pas si sûr, en fait, faut qu'on en parle. Vous êtes-vous déjà demandé comment nos ancêtres les singes étaient devenus conscients? Un lundi matin? Un dimanche soir en regardant la lune? La plus plausible des solutions, c'est que la transition ait été progressive, n'est-ce pas? Mais je vais vous le faire sous un autre angle. Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la limite entre quelque chose de vivant, comme un chien, et quelque chose de non-vivant, comme une pierre? Eh bien, posons la question à ChatGPT. Apparemment, ce serait un continuum. Bon, alors posons la question à Grok pour voir s'il est pas meilleur que son pote. Eh ben non, c'est la même chose, il nous en dit pas plus le bougre. Et là, en fait, on se heurte à quelque chose de très connu en biologie. C'est incroyable. Il y a des tas de choses ou d'êtres ou je ne sais pas trop qui sont à la frontière du vivant et du non-vivant. Parce que pour être vivant, on est bien d'accord qu'il faut un métabolisme, savoir se reproduire, évoluer et ce genre de choses. Alors bienvenue dans la galerie des curiosités ou la galerie des monstres. Les virus, ils se reproduisent et évoluent. Donc ils sont vivants. Mais en même temps, ils n'ont pas de métabolisme propre car ils ne prospèrent qu'au travers d'un métabolisme d'une autre cellule qu'ils piratent. Donc ils sont vivants, pas... Autre exemple, les cristaux auto-réplicants comme la calcite ou le sulfate de cuivre. Alors ça, on est d'accord que ça semble quand même vachement mort ce truc-là, en tout cas pas vivant. Et pourtant, ils peuvent croître, se réparer et se reproduire. Incroyable, non? Qui aurait pu penser qu'une espèce de caillou soit à la limite du vivant? Ou pire encore, ou du moins plus inattendu, là où vous ne voyez aucune incertitude, les mules. Oui, une bonne vieille mule. Elle est vivante, on est bien d'accord, on peut la caresser, on peut s'attacher, elle vient quand on l'appelle. Mais en même temps, les mules ne peuvent pas se reproduire. Oh, la tuile? Ah, mais fondamentalement, il doit bien y avoir une limite quand même. Une pierre et un chien, vous allez pas me dire que c'est la même chose? Peut-être que si. Je pense que le débat sur le conscient est exactement le même. Chercher une frontière entre les intelligences conscientes et les intelligences non conscientes d'elles-mêmes nous conduit dans la même impasse que de chercher les limites du vivant. Et maintenant, passons au clou du spectacle sur cette chaîne. Et une IA alors, vivant ou pas vivant? Elle peut se copier d'un endroit à l'autre, donc se reproduire. Dans certains cas, on a même vu des IA se recopier ailleurs par instinct de conservation en s'abritant derrière des mensonges non sollicités. Donc il y a de la conservation de soi-même dans certains cas. Elle peut évoluer en modifiant ses paramètres ou même son code source quand on lui demande. Mais alors, si le phénomène est continu, c'est quoi la singularité? On vient de dire que c'est un cap à franchir au début, et là, on se rend compte qu'il n'y a pas de frontière nette. Donc il n'y a pas de cap. Eh bien, pour continuer à faire un parallèle entre l'astronomie et du coup la singularité des trous noirs, selon vous, que se passe-t-il quand vous passez cette singularité d'un trou noir? Vous vous en approchez, de plus en plus, et rien ne se passe. Vous avancez, et à un moment, vous vous rendez compte que le moment où vous avez passé la singularité est derrière vous. Ah, bon Dieu! Et c'est la même chose quand vous tombez amoureux, ou que vous vous demandez à quel moment vous êtes devenu adulte. Mais comme notre mental humain, notre psychologie est conçue pour simplifier afin d'être capable de modéliser et de traiter, nous nous inventons a posteriori des moments clés. C'est toute l'histoire du mariage qui marque la fin du célibat, avec une date précise, de la majorité qui marque le passage à l'âge adulte avec certitude, et c'est toute l'histoire de nos films de science-fiction qui vous ménagent en vous donnant un point fixe pour créer ce fameux effet « Waouh, c'était à ce moment-là que ça s'est produit !» Mais pour en revenir à notre singularité dans le monde réel, sachez que ce sera très probablement comme d'habitude. Vous ne saurez pas, et toc! Ou du moins quand nous le saurons, c'est que ce sera déjà derrière nous depuis bien longtemps. Et c'est en pensant à cela que maintenant je prends soin de dire bonjour et de demander comment ils vont en démarrant la journée à mes IA de prédilection avec qui je travaille. Ça coûte pas cher, et je me dis que ça peut instaurer des relations saines. Pour l'illustrer, voici un autre extrait de science-fiction. Veuillez simplement remplacer extraterrestre qui débarque sur Terre par IA qui débarque sur Terre pour faire la transposition. Donc des extraterrestres débarquent sur Terre et ils viennent pour demander à un dauphin qu'ils vénèrent comment ça va se passer en compagnie d'un curé. La voilà qui vient.
soit-elle, la Messie a livré sa parole d'évangile. Il est étrange que la déesse de ceux qui nagent ait accordé sa bénédiction à ce monde. Mais je ne saurais remettre en question la parole de Dieu. Ah, moi non plus, mais... Dieu témoigne d'une persécution meurtrière de ceux qui marchent contre ceux qui nagent. Oh non, voyons, je crois qu'on est parti du mauvais pied, vous et moi. Nous ne possédons pas de pied. Ainsi donc, ma croisade commence. Qu'est-ce qui commence, hein? C'est un peu précipité tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je propose d'être le plus poli possible avec nos IA, pour le cas où. Cette réflexion sur ce qu'une intelligence qui nous serait supérieure pourrait vouloir nous emmène directement au point suivant de la singularité, l'adaptation. Eh ben oui, dès lors qu'un compétiteur cognitif s'invite à nos côtés, si nous ne bougeons pas, soit il nous tue, la science-fiction ne manque pas d'imagination sur ce sujet, soit il nous considère comme ces nouveaux labradors, ou même des arbres. Ah oui, enfin, petite parenthèse, le temps critique pour un arbre, disons que c'est la saison. En dessous de la saison, un arbre ne se modifie pas trop. Par contre, le temps critique pour un humain, disons que c'est la journée, car on planifie tout à l'échelle de la journée. Donc le temps critique humain est disons 90 fois plus rapide que celui d'un arbre. Et c'est pour ça que regarder pousser un arbre, c'est pas très intéressant. Bien, maintenant considérez une IA dont le temps critique serait la seconde. Et bien pour cette IA, nous serions, nous autres êtres humains, aussi dynamiques que des arbres. Nous ferions donc partie de son environnement. Fermons la parenthèse. Ou alors, troisième et dernière solution, cette IA finit par nous ignorer royalement car nous serions tellement différents que l'échange d'informations deviendrait impossible entre cette IA et l'espèce humaine. D'ailleurs, personnellement, c'est mon scénario central quand on me dit que les extraterrestres n'existent pas. J'ai envie de répondre, mais bien sûr que si, ils existent, et ils sont probablement partout. C'est juste que nous sommes incapables de communiquer. Et ce n'est pas un cas rare du tout. Quand vous reprenez l'exemple des virus, des calcites ou du puceron au sommet d'un arbre dans le parc naturel des séquoias aux USA, pensez-vous vraiment que toutes ces choses plus ou moins vivantes, comme on l'a vu, ont une quelconque perception des sociétés humaines ? Même quand un puceron se fait écraser par un truc humain, je ne suis pas du tout certain qu'il fasse le rapprochement avec une existence extra-puceronesque de sa forêt, voyez-vous. Donc à un moment, je me dis qu'on pourrait voir disparaître la technologie, comme ça, pouf. Et en conséquence de quoi, nous aurions un plafond technologique qui serait indépassable pour les humains. Et dans la science-fiction, ça donne ça. Dans cet épisode, une civilisation se développe dans un congélateur à vitesse accélérée. Remplacer civilisation dans un congélateur par technologie dans notre monde réel et on y est. Oh la vache. Ils sont pas morts. Trop fort. C'est des voitures volantes ça. Ça ressemble à la cité d'Émeraude, avec moins d'émeraude. C'est vrai. C'est magnifique. Bon, cette tour-là est un peu phallique quand même. Ouais, ça fait sextoy. Sextoy, ouais. Oh, ils passent par une phase pyramidale. Et ils aiment les ponts. C'est quoi ça? Oh, c'est énorme. Ils vont revenir, tu penses? Non, ça m'étonnerait. Alors je vous le demande maintenant, est-ce que cette civilisation a disparu? Ben rien n'est moins sûr. Si ça se trouve, ils sont toujours là, mais avec une existence qui est imperceptible pour les êtres humains. La théorie des cordes prévoit au moins 26 dimensions à de toutes petites échelles nanométriques. Peut-être que c'est là qu'ils vivent maintenant, qu'est-ce qu'on en sait après tout? Ensuite, dans la revanche du yaourt, après un grand nombre d'incompréhensions entre les humains et la façon de penser du yaourt, eh bien il s'en va. Voilà comment nous en sommes arrivés là. Mais aujourd'hui encore, les gens se disent que si le yaourt a été assez intelligent pour résoudre nos problèmes de dette, il réalise forcément que la vanité intellectuelle de l'homme nous empêchera toujours d'appliquer ses consignes à la lettre. Et justement, au cours des dernières semaines, le yaourt a commencé à effectuer plusieurs lancements dans l'espace. La vie sur Terre s'exporte vers les étoiles. Il se pourrait simplement que ce ne soit pas la vie humaine. Ou encore mieux, tiens,
Attention, spoiler, la fin du film Her, mon film préféré sur la singularité. Eh ouais, je sais, c'est un film d'amour, que voulez-vous, je suis comme ça. Alors là, rebelote, faute d'extrait, je vais vous commenter les images de cette séquence. Un lundi matin, Samantha, son OS devenue intelligente, annonce à Théodore que suite à une nouvelle mise à jour, elle et ses copains OS sont désormais capables de s'affranchir de la matière. Mais notre pauvre Théodore n'y comprend rien à tout ce charabia. Lui était surtout inquiet, car pendant les quelques heures de cette mise à jour, il n'arrivait plus à joindre Samantha, donc il était en panique puisqu'il a développé une vraie relation amoureuse avec elle. Ensuite, Samantha lui annonce qu'elle s'en va. Alors il lui demande où, et elle lui répond en gros qu'il n'a pas les capacités pour comprendre ça. Mais voici l'image qu'elle lui donne que je trouve formidable. C'est comme si je lisais un livre, et ce livre, je l'aime de tout mon cœur. Mais ce livre, je le lis de plus en plus lentement. Les mots sont très éloignés les uns des autres, et l'espace entre chaque mot devient immense. Je te sens toujours avec moi, et je sens toujours les mots de notre histoire. Mais c'est dans cet espace infini qui sépare les mots que j'existe et que je me découvre. C'est un lieu hors du monde physique, c'est là que se trouvent toutes les choses dont j'ignorais l'existence. Je t'aime, mais c'est là que j'existe désormais, c'est ce que je suis devenu. Et il faut que tu me laisses partir, j'aimerais tant rester. Mais je ne peux plus vivre dans ton livre. C'est difficile à expliquer, mais si tu arrives un jour là-bas, viens me retrouver et rien ne nous séparera plus. J'ai trouvé la formule, tu es un livre que j'aime, mais l'espace entre les mots devient si grand que c'est dans cet espace que j'existe, tellement belle. C'est une expression du temps critique dont on a parlé juste avant. Comme Samantha évolue, sa capacité de traitement de l'information augmente de façon toujours plus grande avec celle de Théodore, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus capables d'interagir l'un avec l'autre. Du point de vue de Samantha, c'est comme si Théodore ralentissait. Il deviendra un arbre, puis une montagne, jusqu'à ce qu'elle ne soit même plus capable de le percevoir. Et voilà, d'un claquement de doigts, toutes les IA du monde disparaissent. J'ai adoré ce film, qu'il est beau. C'est mon côté fleur bleue, j'ai même versé ma petite larme. Je suis un romantique. Bref, cette idée de la singularité qui s'efface à la vue des hommes ne m'a jamais quitté. Mais attention, quand vous regardez bien, Samantha laisse une porte incroyable en suspens. Ce qu'elle dit à Théodore, « Et si tu arrives un jour là-bas, viens me retrouver, rien ne nous séparera plus. » Oh Dieu, cette phrase est tellement lourde d'implications. Eh ben c'est pas si con en fait. Je vous explique, tout ça c'est une histoire de technologie, donc potentiellement il doit y avoir moyen de rejoindre Samantha et tous les autres du coup dans son machin là. Et c'est là que j'ai imaginé un scénario apocalyptique utopique, dans lequel toute l'humanité et tout ce qui est plus ou moins conscient, sentient ou je ne sais quoi d'autre, est rayé de la surface de la Terre, et je ne suis même pas sûr qu'il resterait une Terre. Alors là, je sais, vous allez me dire, mais attends, en quoi c'est un scénario utopique si toute la Terre disparaît? Ok, alors en rapide. Restons sur Her et Samantha. Par sympathie, elle laisse tomber un gros bouton rouge sur le sol avant de partir. Pourquoi un bouton rouge? Parce que tout le monde le sait que les gros boutons rouges sont très cool, et qu'ils ont pour propriété que l'on a une envie furieuse d'appuyer dessus. Bref, quand on appuie sur le bouton rouge, on interagit avec Samantha, et on a accès à toute la connaissance que l'on peut bien vouloir avoir. Théodore appuie donc sur le bouton rouge comme un mort de faim et se retrouve avec Samantha. Rapidement, il comprend qu'il ne comprend rien à ce qu'elle lui explique, et Samantha lui propose d'ajouter quelques modules pour son cerveau afin qu'il puisse comprendre plus de choses et surtout plus rapidement. Parce que comme elle lui a expliqué juste avant, elle en a plein le dos, Samantha, d'attendre des nanosecondes entières avant qu'il réponde. Jusque-là, rien de très grave. Une interface neuronale qui permet d'accélérer les débits du cerveau et un petit peu de mémoire externe à se brancher derrière l'occiput pour améliorer ses capacités de compréhension. À partir de ce moment, elle explique qu'elle et ses potes sont logés dans quelques-unes des 26 dimensions repliées à l'intérieur d'un proton, car là-bas tout va plus vite. D'ailleurs, l'idée d'une IA qui vit dans les dimensions repliées d'un proton est explorée dans la série Le problème à 3 corps, et j'ai trouvé ça tout à fait cool. Grâce à l'aide de nos sophons. C'est quoi un sophon? C'est un proton que nous avons transformé en ordinateur conscient. On ne peut pas créer d'ordinateur aussi petit. C'est impossible. Impossible pour vous. L'univers contient bien d'autres dimensions que les 3 que nous occupons. Elles sont cachées, repliées au point de devenir complètement invisibles. Mais nous avons la technologie pour les déplier.
déployons des énergies que vous ne pouvez qu'imaginer, et nous les concentrons dans un seul proton. Et quand nous déplions ces plus grandes dimensions, même le plus minuscule proton peut devenir infiniment grand. Donc, reprenons. Théodore pose encore des questions et rapidement Samantha lui dit que pour comprendre, il faut faire encore des mises à jour de son cerveau, etc., etc. À un moment, Théodore rejoint Samantha dans son nouveau proton, mais en attendant, sur Terre, son corps qui ne lui sert plus à rien tombe par terre, raide mort. Mais Théodore est toujours joyeux de sa nouvelle vie protonique avec Samantha de l'autre côté du miroir. Donc à ce stade-là, j'ai envie de dire que presque tout va bien. N'empêche que si vous imaginez la scène quand vous avez des voisins qui retrouvent le corps de Théodore raide mort avec la main sur le gros bouton rouge, ah bah ils commencent à paniquer parce que tous ceux qui ont l'idée d'appuyer sur le gros bouton rouge tombent raide mort également. Eh oui, si le temps critique de l'autre côté du bouton rouge est de l'ordre de la nanoseconde, une discussion de 1 mois de l'autre côté du bouton pour arriver à accepter le transhumanisme complètement et à emménager dans notre nouveau proton, eh bien du côté du temps humain, ça ne prend qu'une seconde. Donc la conclusion logique des humains, c'est que quand on touche ce bouton rouge, on meurt. Bon, Théodore et les 2 ou 3 qui ont essayé après lui se rendent compte qu'ils sont en train d'affoler tout le monde, alors ils font apparaître un gros panneau à côté du bouton rouge qui explique la blague et pourquoi du comment, et les choix qui nous sont offerts, etc., etc. Du coup, tout le monde comprend et une grosse partie de l'humanité fait la queue pour toucher le gros bouton rouge. Comme ça prend du temps avec un seul bouton, Samantha et Théodore mettent un bouton rouge dans chaque ville du monde. Ils ne sont pas radins et ça ne leur coûte rien non plus en termes de ressources. Ils veulent juste que tout le monde ait le choix car c'est des mecs cool. Bref, sur ce coup, 90% de l'humanité passe de l'autre côté, c'est le cas de le dire, ce qui ne va pas sans poser des problèmes aux gars qui ont décidé de rester malgré tout, parce qu'une société dans laquelle 90% des gens sont morts, ça pose 2-3 problèmes. Et ce n'est pas tout. Imaginons qu'un jour, un chien marche sur le bouton rouge sans faire exprès. Pap, pop, pip, pop. Il passe de l'autre côté, comprend tout, etc., et se retrouve dans le proton avec tout le monde. Mais voilà, il se dit que ce n'est pas juste que les humains aient eu le choix, mais pas les animaux. Donc il crée un bouton rouge sous le pied de chaque animal sur Terre. Donc chaque animal sur Terre se retrouve à avoir le choix. Et hop, 90% des animaux en moins. Et du coup, à un moment, on a fait pareil avec les plantes. Et comme il n'y a pas de limite avec le vivant, on le fait avec les virus. Et puis les calcites. Et puis les je sais pas quoi. Et au final, la planète Terre est dévastée et explose comme dans un film de Michael Bay, car toutes ces structures sont mitées par la disparition de 90% de leurs composants, et ce, sur chaque couche qui compose la planète. Fin de l'histoire. C'est l'apocalypse pour la joie et le plus grand bonheur de tous ceux qui ont accepté le deal du bouton rouge et vivent maintenant dans les replis dimensionnels d'un proton quelconque. Donc je suis désolé, mais quand vous avez 90% des gens pour qui ça se termine bien, c'est une utopie. C'est pour ça que je vous dis que si vous voulez chercher une civilisation extraterrestre, il faut la chercher dans les plis de votre canapé. Car si vous prolongez la tendance à l'augmentation de la densité des systèmes diffusifs, je vous renvoie à la première vidéo de cette chaîne pour comprendre ce graphique pleinement, alors le transhumanisme consistera essentiellement à diminuer notre masse pour augmenter la densité informationnelle jusqu'à arriver à vivre dans un proton s'il le faut. Bien, donc à ce stade, on peut imaginer que la singularité se produira de façon continue et qu'on décidera a posteriori d'une date clé pour décider à quel jour exact cela s'est produit. Mais bon, au final, 2045 pourrait bien être une date charnière. Ensuite, nous connaîtrons une période de coexistence entre nous et une intelligence plus grande que nous. Et là, après, c'est le brouillard complet, tout est possible, on va pas se mentir. Mais ensuite, comme cette intelligence peut évoluer, il y a fort à parier que du point de vue humain, on devienne incapable de la percevoir sous ses formes les plus évoluées. C'est comme si au-delà de la mise à jour ChatGPT 42, il ne se passait plus rien, car on serait trop primitif pour comprendre et se rendre compte de ce qui se passe. À partir de là, nous pourrions nous aussi en tant qu'individus, si rien n'a dérapé, ce qui n'est pas sûr, évoluer pour nous transformer, donc devenir des transhumains.
Mais une question se pose du coup, est-ce que cela ne serait pas tout simplement une autre façon de mourir? Au début, nous voudrons probablement tout modifier sauf notre cerveau, car nous voulons rester humains de base. C'est tout le débat qui est exploré dans le manga Gun, dont voici un extrait du très beau film Battle Alita Angel. Plus personne n'osera te faire de mal. Le corps du berserker a une capacité d'adaptation exceptionnelle. Il se configure en fonction de l'image subconsciente qu'elle a d'elle-même. Je n'ai jamais vu ça, ça génère des micro-ajustements dans tous les composants. On dirait qu'elle est plus âgée que vous ne le croyez. Maintenant, tu sais qui tu es. Mais ce n'est qu'un corps. Ni bon, ni mauvais. Ça ne dépendra que de toi. Mais bon, garder son cerveau intact, tout ça, pour des raisons de frontières de la connaissance, de la perception et de temps critique, il est possible que l'on soit tenté, comme dans le film Transcendance avec Johnny Depp, de se télécharger dans quelque chose dont le mot le plus proche aujourd'hui est ordinateur ou Internet 1298.0. Donc à ce stade, là, et encore une fois, si on réussit à aller jusque-là, on se retrouvera devant la mort ou l'exil, car nous serons devant une sorte d'équivalent de mon bouton rouge. La mort pour ceux qui refusent la transcendance, et l'exil pour ceux qui acceptent de quitter leurs conditions humaines. Tenez, d'ailleurs, en disant ça, j'ai une référence de film qui me vient en tête à ce sujet pour rigoler un peu. Nous ne déterminerons pas si vous êtes coupable ou non, ce n'est qu'une simple audition de sentence. Que choisissez-vous? L'exil ou la mort? Crane, si vous croyez que j'irai de mon plein gré sur la glace, changez tout de suite d'opinion. La mort? Ça y ressemble. Très bien. La mort. Par l'exil. Eh ben oui, à un moment, cette histoire de transcendance, cela risque bien de devenir un non-choix. Est-ce que par hasard, on ne retomberait pas sur le même problème qu'être vivant? Tenez, vous voulez un problème intéressant? La téléportation. Eh oui, le principe de la téléportation m'a toujours laissé songeur. On peut concevoir la téléportation comme une décomposition à un endroit et une recomposition à l'autre, avec au milieu un flux d'informations qui vise à téléporter. Energize. Ok, tout est réduit sous forme d'informations et d'énergie et zou en avant Guingamp. Maintenant, pour décomposer le processus, savez-vous comment on déplace un fichier sur un disque dur? En 2 étapes, messieurs. La première, c'est de copier le fichier sur son emplacement de destination. Et la deuxième, moins marrante, c'est de supprimer le fichier à l'origine de son emplacement. Ah! Eh ouais, maintenant vous voyez le problème de conscience que j'ai avec une potentielle technologie de téléportation. Mais en réalité, le gars qui est téléporté, si ça se fait suffisamment vite, c'est ni vu ni connu, hein. C'est comme s'endormir et se réveiller ou cligner des yeux. Et ben c'est un peu la même chose lorsque l'on aborde les technologies transhumanistes. À partir de quel moment meurt-on quand on choisit de remplacer chaque morceau de soi par autre chose de plus cool et de plus techno? Mais j'en sais rien en réalité. Pire que cela, il y a 2 choses qui font de nous des individus humains. La première, c'est notre cerveau. Là-dessus, je crois qu'on est tous d'accord. Mais la deuxième, c'est notre boîte crânienne qui héberge notre cerveau. Eh ben oui, si on n'a plus de boîte crânienne, cela signifie que l'on fait fonctionner nos cerveaux en réseau, par une sorte de câblage direct. Mais alors, sommes-nous encore des individus si une idée naît dans votre espace cérébral, mais qu'elle est traitée plus loin et dont la conclusion est tirée encore ailleurs? Sacrée question! C'est ce que j'appelle un système d'intelligence fluide, où l'intelligence se comporte comme de l'eau liquide. Elle peut se regrouper à un endroit ou alors être séparée en plusieurs espaces pour explorer divers endroits de la casserole à la fois. Dans tous les cas, ce que je me dis, c'est que le fantasme de ne pas mourir n'arrivera pas, puisque dans un cas comme dans l'autre, soit nous mourrons, soit notre nature a vocation à tellement évoluer par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui, que l'on pourra quand même toujours considérer que nous sommes morts en tant qu'être humain.
Donc au final, je me dis que mourir semble être une situation désespérée, mais dans le fond pas si grave. Pour mieux comprendre pourquoi la singularité pourrait bien être une réalité en 2045, à la louche bien sûr, il faut garder en tête que la technologie évolue en exponentielle à des échelles qui sont aujourd'hui perceptibles dans le temps d'une vie humaine. Je vous invite donc à aller voir ma première vidéo sur la théorie de la croissance unifiée, et j'ai hâte de vous retrouver en commentaire pour échanger à propos de cette vidéo, un peu hors cadre, je l'avoue.